Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Chez moi, ça va très bien. Je suis ravi de vous revoir à nouveau sur DMC pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre exploration du langage de programmation C# avec la notion de fonction. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est qu'une fonction en programmation? Une fonction, c'est tout simplement une structure qui nous permet de réutiliser une brique de code à plusieurs endroits dans notre programme. Alors, quelle est l'utilité d'utiliser une fonction? La première utilité de la fonction, c'est tout simplement qu'il évite la répétition. On utilise en fait la même fonction à plusieurs endroits sans avoir à utiliser implicitement les codes qu'elle encadre. Deuxièmement, cela facilite la maintenance. Étant donné en fait que les instructions sont groupées en un seul endroit, une modification à cet endroit suffit à répercuter en fait cette modification sur l'ensemble de votre programme. Alors, nous allons passer au code et nous allons explorer cette notion ensemble. Prenons un cas assez pratique. Supposons que vous créez un programme en fait qui doit présenter des personnes. Alors, l'idée c'est que vous allez avoir des personnes. Ok, je vais d'abord créer voilà, un premier élément que je vais appeler John et je vais mettre en fait son nom, John Doe. C'est le nom complet. Ok. Ensuite, je vais créer une deuxième personne que je vais appeler Jane et évidemment, lui, elle sera du moins ça à Jane Doe. Sur ce, ça va. Alors, après ça, on va tout simplement présenter John et Jane. Donc, simplement avec un console.writeLine. Dans ce message en question, je vais tout simplement afficher le message salut, virgule, je m'appelle. Et là, je vais interpoler avec la variable John. Attention, c'est plutôt ça. OK. Et je vais mettre ravi de vous rencontrer. OK. Là, c'est bon. Maintenant, il va falloir également faire la même chose pour Jane Doe. Donc, je vais copier la ligne avec CTRL-C et CTRL-V. Et là, vous voyez il a mis sur la même ligne, c'est pas grave. Donc, on revient à la ligne. Et là, je vais utiliser ici Jane. Alors, à ce niveau, c'est bel et bien parfait, il n'y a aucune erreur. Si vous exécutez le programme, comme on s'y attend, il a affiché les deux messages. Salut, je m'appelle John Doe, ravi de vous rencontrer. Et salut, je m'appelle Jane Doe, ravi de vous rencontrer. Alors, déjà, sachez qu'en programmation, cette syntaxe-là est assez déplaisante. Voilà, ça s'appelle en fait la répétition. Et il y a un paradigme de programmation qu'on appelle le paradigme dry, don't repeat yourself. Donc, lorsque vous avez deux structures de code en fait identiques, en fait, il est conseillé d'utiliser des fonctions. D'accord? Premièrement, parce que lorsque vous faites une erreur sur un élément, par exemple là, j'ai dit salut, m'appelle Jean, ravi de vous rencontrer. Si vous exécutez ça maintenant, vous allez voir que les deux messages seront bel et bien différents car en fait, ils n'ont pas la même structure. Alors, c'est là en fait que viennent les fonctions. Là, c'est tout simplement un exemple assez banal, très simple, où on affiche seulement un message. Mais dans la pratique, en fait, les cours sont exactement assez plus longs et contiennent beaucoup plus d'instructions. Donc, si vous devez répéter autant d'instructions pour autant de cas en fait que vous devez utiliser, c'est irritant et fatigant. Donc, on va utiliser une fonction à ce niveau. Donc, je vais définir ma fonction, le haut ici. Et pour définir une fonction en C#, c'est comme une fonction en C++, il va falloir d'abord que vous définissiez son type de retour. Alors, les types de retour, c'est les types statiques qu'on a déjà vus. En d'autres termes, on a le int. Là, cela signifie que la fonction va donner une valeur entière. On a le double. La fonction va donner un élément double. On a aussi le float. Ça fonctionne. On a le bool pour les valeurs boolean, c'est-à-dire des true et des false. Ensuite, on a même des structures composées comme les collections. On a aussi les strings ici, si la fonction donne une chaîne de caractères. Et enfin, nous avons le type void si la fonction ne retourne absolument rien du tout. Donc, pour l'instant, on affiche seulement un message, donc on ne retourne pas de données. Alors, on va utiliser le type void comme type de retour et nous allons donner un nom à la fonction. On va l'appeler grades. Donc, on va utiliser en fait la syntaxe du camel case. Donc, c'est-à-dire que si votre fonction se compose d'un seul nom, il commence par une lettre minuscule. Mais s'il est composé en fait de plusieurs noms, en fait,
chaque nom introduit avec un élément majuscule. Alors, par exemple, si la fonction s'appelle great, on l'écrit ainsi. Mais si ça s'appelle en fait great person, en fait, donc on va dire great person de cette façon-là. Vous voyez un peu l'idée. Donc, on va garder great ou great person. À vous de voir un peu. Ça reviendra à la même chose. La question ne va pas changer. Ensuite, on va suivre ça de deux parenthèses. Et enfin, les accolades pour le bloc d'instruction. Alors, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais tout simplement copier une des lignes de dessous à l'intérieur de la fonction ici. Donc, je vais venir à ce niveau, je fais une tabulation. Et au niveau du ravi, je vais retirer le E. OK? Et là, je vais CTRL K pour supprimer cette ligne. Si vous exécutez votre fonction, on n'a plus besoin que d'une ligne ici. Si vous exécutez la fonction, alors vous voyez qu'il n'affiche absolument rien du tout. Pourquoi est-ce que rien n'a affiché? Simplement parce que la fonction a été certes définie, mais nous ne l'appelons pas. Les fonctions doivent être invoquées. Si vous ne l'invoquez pas, en fait, elle n'apparaît pas, elle n'exécute absolument rien du tout. Là, c'est une définition de fonction. Après ça, pour l'utiliser, il va falloir qu'on l'invoque, qu'on l'appelle ici. Donc, je vais venir faire greet person à ce niveau et on fait suivre également ça de deux parenthèses ici. OK? Et là, c'est bon. Si vous écrivez maintenant la fonction, regardez, voilà, il va dire salut, je m'appelle John Doe et ravi de vous rencontrer. Mais là, en fait, la fonction est statique. Cela signifie qu'il n'est adapté qu'à John Doe puisque c'est la variable qu'on utilise. Pour permettre à la fonction en fait de pouvoir être dynamique et d'utiliser des données, on va utiliser ce qu'on appelle des paramètres. Et les paramètres, c'est tout simplement les éléments qu'il faut à la fonction pour bien fonctionner correctement. D'accord. Alors, à ce niveau, par exemple, on va avoir un paramètre qu'on va appeler name ici. Et ce paramètre-là va représenter en fait cette valeur-là. D'accord? Donc, on va dire ici qu'on va avoir un élément de type name. Et comme toute variable, en fait, on doit le typer. Alors là, je fais string name à ce niveau. Et là, je peux utiliser name ici. Un truc à noter à ce niveau, string ici ne peut pas être remplacé par var. Ça ne peut pas fonctionner. Il va vous dire que le type doit être statique. Le mot-clé var ne peut pas apparaître que dans les déclarations de variables locales ou dans un script de code. Alors, donc là, on va revenir à la syntaxe de base, string name ici. Donc, cela signifie en fait que la fonction va attendre maintenant un paramètre de type string. Et là, vous voyez maintenant que là, il se lit en rouge en disant que parmi les arguments spécifiés, aucun ne répond au paramètre obligatoire name. Donc, lorsque vous passez un paramètre ici, il est par défaut défini comme obligatoire. Donc, lorsque vous appelez la fonction, il faut passer le paramètre. Là, je vais remplacer John ici, et là, il va exécuter correctement le code. Si vous l'exécutez, vous voyez que le message apparaît, salut, je m'appelle John Doe, ravi de vous rencontrer. Et là, vous me diriez, en fait, c'est la même chose que de l'autre côté. À quoi ça a servi finalement? Lorsque vous allez vouloir présenter une nouvelle personne comme Jane, par exemple, ici, vous n'avez pas besoin de taper cette instruction de console write line, juste ça, voilà, le nom Jane. Et là, c'est bon, et vous exécutez. Et voilà, vous verrez que voilà, il va faire ça directement. D'accord? Et ce qu'il y a comme avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous limiter à une seule instruction ici. Vous pouvez passer des centaines d'instructions. Et là, en une seule ligne, en fait, vous répétez l'instruction. Par exemple, si vous créez un troisième personnage ici, voilà, que je vais appeler juste Rose. OK? Et je vais l'appeler Rose Bonbon. Bon, Rose Rose, c'est mieux. OK. Et à ce moment, on revient à la ligne. Il suffit encore d'appeler greet person et passer Rose. Et là, il va présenter automatiquement Rose. Donc, salut, je m'appelle Rose Rosa, ravi de vous rencontrer. Et l'avantage en fait des fonctions, c'est que la modification se fait en un seul endroit. Par exemple, là, si je dis salut à vous, voilà, si j'exécute obligatoirement, voilà, il va modifier en fait l'instruction pour tous les cas possibles en fait. Donc voilà comment on peut utiliser une fonction convenablement. Cela dit, la fonction en fait n'est pas destinée qu'à être du type void ici. On va définir une deuxième fonction qui va récupérer le nom d'un utilisateur et le retourner. Donc pour ça, on va monter plus haut, on va définir un type et cette fois-ci, ça ne sera pas du void parce qu'on va faire un retour de valeur. Donc, on va indiquer la valeur qu'on doit retourner, c'est obligatoire, rappelez-vous. Et attention, il va falloir que vous déterminez la valeur à l'avance. La valeur doit être déterminée à l'avance en fait, pour que la fonction fonctionne correctement. D'accord?
Alors, à ce niveau, ce qu'on va faire, on va dire qu'on veut récupérer une chaîne de caractères. On va renvoyer du moins une chaîne de caractères ici, parce que on va supposer que c'est un nom qu'on va récupérer. Et là, on va l'appeler getName ici. OK? Entre les parenthèses ici, on va rien passer comme élément, puisque on ne veut pas de paramètres. Tout ce qu'on va faire, c'est juste récupérer une information et le retourner. C'est aussi simple que ça. OK? Alors, une fois que vous avez tapé cette syntaxe, il va souligner en fait le nom en rouge. Et ça, c'est normal, simplement parce qu'on n'a pas retourné d'abord la valeur. Il dit en fait que cette fonction n'est pas terminée puisqu'on ne retourne absolument aucune valeur alors qu'on doit retourner une chaîne de caractères. Ce qu'on va lui dire, c'est très simple. Ici, tu vas définir une variable qu'on va appeler name ici. Et cette variable en fait sera initialisée à une chaîne vide ou nulle ou undefined, peu importe. Et après, on va remplacer cette valeur, voilà, par un console.readline. Ok, console.readline ici. Et là, on fait ça. Donc, à la fin maintenant, on suppose qu'on a récupéré un nom entier et bien correct. Tout ce qu'on va faire, on va faire un return. Et pour retourner la valeur, on va utiliser le mot-clé return ici. Donc, return pour retour en anglais. Voilà. Et on va l'indiquer en fait la valeur qui doit être retournée, notamment name ici. Alors, vous pouvez retourner tout type de valeur, une correction, un littéral, là, ça va toujours fonctionner de la même façon. Maintenant, on va utiliser notre fonction plus bas. Cette fois-ci, on va définir, voilà, un deuxième élément, voilà, euh, un autre personnage, du moins ça que je vais appeler Alex. Bon, je vais appeler name puisque ça sera récupéré dynamiquement. On ne saurait déjà pas à l'avance, voilà, le nom de la personne en question. Alors, à ce niveau maintenant, on va appeler la fonction comme on l'a fait pour GreatPerson. On va l'appeler getNames. Et comme il ne prend pas de paramètres, on fait juste ça et on met le point virgule. Alors, comment ça va fonctionner? En fait, getName va fonctionner. Il va d'abord appeler cette fonction getName et il va exécuter cette suite d'instructions. Donc, il va d'abord créer la variable interne, il va récupérer le nom, le nom qui sera saisi par l'utilisateur, il va retourner le nom. Puis, à ce niveau maintenant, il va enregistrer le nom dans la variable name ici. Alors, attention, là, on a deux variables qui ont le même nom, mais attention, les deux variables ne sont pas identiques. Cette variable-là, c'est une variable en fait qui ne fonctionne qu'à l'intérieur de cette fonction. Donc, elle n'est pas accessible en dehors de cette fonction. Ça s'appelle en fait les contextes. Donc, une fonction a son contexte et dans son contexte, en fait, tout ce qui est défini en son contexte reste dans son contexte. Par contre, la fonction en fait peut avoir accès au contexte global, c'est-à-dire en fait tout ce qui existe ici. Rappelez-vous, lorsqu'on a créé la fonction greetPerson, on avait mis John ici et ça fonctionnait en fait. C'est même parce que John en fait est défini dans le contexte global, donc il est accessible en fait par tous les contextes enfants. D'accord? Mais lorsque c'est dans un contexte local, c'est-à-dire à l'intérieur de la fonction, cette variable name est différente de cette variable name. D'accord? Donc ça fonctionne. Pareil, cette variable name ici est différente de cette variable name qui est différente de cette variable name. Parce que ces deux variables, name ici est dans le contexte local de la fonction greetPerson et name ici est dans le contexte local de la fonction getName. Par contre, cette variable name est dans le contexte global ici. Alors, si vous créez une variable name par-dessus ici, certes, cette variable sera accessible en fait par voilà, les éléments getName ici. Alors, en son sein, si vous déclarez une variable dans le contexte local de la fonction, il va écraser automatiquement la variable en fait du contexte global. D'accord? Et pareil, à ce niveau, ce string-là, en fait, ce name allait remplacer la variable name s'il était défini plus haut. Mais comme il est défini plus bas, après l'exécution de la fonction, il n'y a pas d'incident. D'accord? Alors, donc, il va revenir, il va récupérer en fait le nom par ici et va retourner ce nom et récupérer ce nom et l'enregistrer en fait dans la variable name ici. Donc, à la fin, on va encore appeler greetPerson, par exemple, à ce niveau, et on va demander d'afficher ou demander de présenter en fait voilà, la personne qui est enregistrée dans name. Donc, si vous exécutez, il vous demande en fait d'enregistrer la valeur de name. Donc là, je vais l'appeler Rashid, par exemple. Et lorsque vous êtes tabulé, voilà, la dernière phrase, la dernière ligne présente en fait un élément qui s'appelle Rachida. Donc, bon, salut, vous, je m'appelle Rachida, ravi de vous rencontrer. Maintenant, je vais vous parler en fait de ce qu'on appelle les paramètres facultatifs. Rappelez-vous, lorsqu'on a créé la fonction greetPerson ici et qu'on a passé string name, si vous arrivez à partir de là et que vous supprimez par exemple name ici, vous voyez qu'il souligne ça en rouge. Il me dit en fait qu'il y a voilà, un argument obligatoire qui n'a pas été spécifié. D'accord?
aucun ne correspond au paramètre obligatoire name de getPerson. Alors, on peut rendre un paramètre facultatif dans la définition de la fonction ici. Par exemple, à ce niveau, il est facile pour moi de dire ici que, bon, en fait, cette string name est là, mais je veux en fait qu'il soit facultatif. Donc, pour qu'il soit facultatif, là, on lui donne une valeur par défaut. Donc, par exemple, si je dis string name par défaut égale à new, là maintenant, vous verrez qu'il ne souligne pas ça comme étant une erreur. Il suppose que si la valeur est passée, c'est bon, mais si elle n'est pas passée, il n'y a pas de souci, ça marche. Donc, si vous exécutez la fonction, à la fin, il va présenter correctement, mais il ne va pas mettre le nom, voilà, à la dernière ligne. Donc, si je tape ici Rachid, voilà, il dit salut à vous, je m'appelle espace vide ici, ravi de vous rencontrer. Donc, ça marche comme ça. OK? Donc, ça s'appelle des paramètres nuls ici. Alors, maintenant, je vais vous parler en fait de la signature d'une fonction. Dans le langage de programmation, en fait, une fonction est reconnue par sa signature. Par exemple, en C++, la signature de la fonction est composée de son type de retour, de son nom et aussi de l'ensemble de ses paramètres. Ce qui signifie qu'en C++, par exemple, vous pouvez avoir une fonction qui porte le même nom, mais qui n'est pas la même fonction car son type de retour et ses paramètres sont différents. C'est ce qu'on appelle en fait la surcharge de fonction. Par contre, en C#, en fait, la surcharge de fonction ne fonctionne pas pareil en C++. Car il y a ce qu'on appelle la portée. Par exemple, à ce niveau, si vous définissez une autre fonction getPerson, en fait, il va lever une erreur. Même si vous modifiez le type de retour et aussi les paramètres, il va lever une erreur. Car en fait, la signature anti-C#, c'est plus concentré sur le nom. Si vous créez une deuxième fonction avec une encapsulation différente, c'est-à-dire getPerson tout en minuscule, ça va fonctionner. Car il se peut que ce n'est pas la même fonction. Mais tant que le nom reste le même, ça va planter. Alors maintenant que vous savez comment définir les fonctions et vous savez les utiliser, je vais laisser place maintenant à l'exercice du jour. Alors, ce que vous avez à faire, vous allez créer une fonction comme celle-ci qui va récupérer en fait un nom utilisateur. Alors, le nom utilisateur doit être valide. Donc, on va supposer qu'un nom valide, c'est un nom qui n'a pas d'espace. Donc, vous allez récupérer le nom, le prénom et aussi l'âge utilisateur et vous allez le présenter. Alors, la présentation sera du genre en fait salut, je m'appelle tant, tant, ok, j'ai tel âge et j'aurai tant l'année prochaine. Un exemple concret, salut, je m'appelle John Doe, j'ai 35 ans et l'année prochaine j'en aurai 36 du moins, excusez-moi. Pour ce faire, vous allez créer deux fonctions. Une fonction info, getInfo du moins ça, qui va récupérer les détails en votre utilisateur. Le nom ne contient pas d'espace, ça c'est obligé, et il doit être aussi du type string. Pareil pour le prénom aussi, il doit être sans espace et aussi être du type string. Mais enfin, vous aurez l'âge ici qui sera du type int. À ce niveau, pour l'âge, il va falloir que vous fassiez une conversion. Ensuite, vous allez définir une deuxième fonction qui s'appellera printInfo. PrintInfo aura tout simplement à afficher un console writeLine, d'accord, où vous allez afficher le message en fait que je vous ai donné tout à l'heure. Alors, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine où nous allons corriger cet exercice et continuer notre exploration du langage de programmation C#. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!